Côte d'Ivoire, le PDCI a demandé un report des prochaines élections locales. Le parti dénonce également des menaces du camp du président Alassane Ouattara, son ancien allié, en vue de débaucher certains de ses cadres. Au Mali, la date des législatives est désormais connue. Elles se dérouleront les 28 octobre et 18 novembre. Pendant ce temps, les opposants au président Ibrahim Boubacar Keïta continuent de contester sa réélection. Et puis au Nigeria, la première ministre britannique Theresa May est arrivée à Abuja ce mercredi pour la deuxième étape de sa tournée en Afrique, continent où la Grande-Bretagne ambitionne de devenir le premier investisseur occidental. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. En Côte d'Ivoire, le PDCI d'Henri Konan Bédié a demandé ce mercredi un report des prochaines élections locales. Le parti a également dénoncé des menaces du RDR, le parti du président Alassane Ouattara, son ancien allié dans la coalition au pouvoir, en vue de débaucher certains de ses cadres. Les détails. Conférence de presse, le secrétaire exécutif du PDCI, Maurice Kakou Gikahwe, a jugé nécessaire de décaler la date des élections municipales et régionales prévues le 13 octobre pour tenir compte des derniers événements politiques. Il a cité l'amnistie et la libération de nombreux responsables politiques du FPI, principal parti d'opposition, dont l'ex-première dame ivoirienne Simone Gbagbo. Mentionna également la réforme de la commission électorale indépendante promise par le président Ouattara. Il a estimé que les élections locales pourraient être reportées jusqu'à fin 2018. Alors que les listes électorales doivent être déposées ce mercredi soir au plus tard pour les municipales et régionales, le numéro 2 du PDCI s'en est pris à son ancien allié du RHDP, avec lequel son parti a récemment rompu, l'accusant de tentative de débauche de cadres du PDCI par des manœuvres de chantage, d'intimidation et de menaces. Une vingtaine de candidats figurent en effet à la fois sur les listes publiées dans la presse lundi par le PDCI et le RHDP, dont plusieurs ministres. Les personnalités concernées par ces doubles candidatures apparentes, convoquées chez le président Henri Konan Bédié, auraient dans leur majorité réaffirmé leur appartenance au PDCI. Au Mali, les dates des élections législatives sont désormais connues. Elles se dérouleront les 28 octobre et 18 novembre prochains. Pendant ce temps, les opposants du président Ibrahim Boubacar Keïta continuent de contester sa réélection à la tête du pays. Quelques semaines après la présidentielle, les Maliens sont appelés à se rendre de nouveau aux urnes. Mais cette fois-ci, pour les législatives, dont les premiers et seconds tours sont respectivement prévus pour les 28 octobre et 18 novembre prochains. La campagne pour le premier tour se déroulera du 6 au 26 octobre. En second tour est prévu 3 semaines plus tard dans les circonscriptions où aucun candidat ou liste de candidats n'aurait obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour. Ce scrutin aura lieu un peu moins de 5 ans après les précédentes législatives qui s'étaient déroulées les 25 novembre et 15 décembre 2013. L'annonce intervient alors que l'adversaire à la présidentielle du président Ibrahim Boubacar Keïta conteste toujours les résultats entachés selon lui de fraude massive et appelle les Maliens à rester mobilisés. Soumaïla Cissé dénonce en outre des arrestations extrajudiciaires dont sont victimes, selon lui, depuis plusieurs semaines, les partisans de l'alternance et du changement. Selon les résultats définitifs proclamés par la Cour constitutionnelle du Mali, qui a rejeté les recours de l'opposition, Ibrahim Boubacar Keïta a obtenu 67,16% des suffrages au second tour face à l'ancien ministre des Finances, qui a obtenu 32,84%. En bref, au Kenya, le procès de la vice-présidente de la Cour suprême a été suspendu jusqu'au 9 octobre prochain. Philomena Mwilu a arrêté mardi pour des faits présumés d'enrichissement personnel, a comparu ce mercredi devant un tribunal pour des accusations de corruption. Elle devait être formellement inculpée lors de cette audience, mais ses avocats qui avaient saisi une juridiction supérieure et plaidé que les charges pesant contre elle étaient anticonstitutionnelles ont obtenu de la Haute Cour une suspension de la procédure pénale, le temps de trancher leur requête.
En Somalie, les soldats de la mission de l'Union africaine en Somalie, AMISOM, ont quitté le stade national de Mogadiscio, une de ses bases depuis 2011. L'enceinte qui va être rénovée pourra être utilisée à nouveau pour des événements sportifs. Images et sons. Nous remercions l'AMISOM d'avoir rendu le stade au gouvernement car le peuple somalien le demandait depuis longtemps afin que les activités sportives reprennent, a déclaré le ministre de la Défense Hassan Ali lors d'une cérémonie. La veille, lors d'une visite, le président Mohamed Abdullahi Mohamed avait affirmé que le gouvernement va rénover le stade afin de lui rendre la beauté qui était la sienne. Le dernier match de football organisé au stade national d'une capacité de 6000 places a eu lieu en 2003 selon le comité des sports de Mogadiscio. Au fil des années, le stade a été utilisé comme base par plusieurs groupes armés, notamment entre 2008 et 2011 par les islamistes somaliens Shebab qui avaient interdit tout événement sportif dans la capitale lorsqu'ils en avaient le contrôle. J'habite dans une maison non loin du stade de Mogadiscio. Aujourd'hui, je suis très heureux de me joindre à d'autres jeunes hommes qui célèbrent le retrait de l'AMISOM du stade qu'ils ont utilisé comme base militaire pendant plus de 7 ans. Mais personnellement, je ne suis jamais revenu dans ce stade depuis 2007 à cause des combats. Je demande à l'administration gouvernementale, en particulier au président Farmajo, de reconstruire et d'équiper les ressources nécessaires, et c'est ce que je voudrais demander au gouvernement. En 2011, l'AMISOM a chassé les Shebab de Mogadiscio et a fait du stade une de ses 4 bases les plus importantes du pays. Construit avec l'aide du gouvernement chinois et ouvert en 1978, le stade est un symbole national, a assuré un membre du comité des sports de Mogadiscio. Bien loin de sa gloire passée, le stade est désormais envahi par la végétation et sur ses murs portent les marques de multiples impacts de balles, c'est des nombreux combats dont Mogadiscio a été le théâtre depuis près de 30 ans. La première ministre britannique Theresa May est arrivée à Abuja, la capitale fédérale du Nigeria, pour la deuxième étape de sa tournée en Afrique, continent où la Grande-Bretagne ambitionne de devenir le premier investisseur occidental pour compenser les pertes économiques attendues du Brexit. Les images. La première ministre britannique Theresa May est arrivée ce mercredi à Abuja, capitale fédérale du Nigeria, où elle était attendue pour la deuxième étape de sa tournée africaine. Elle a quitté à l'aube l'Afrique du Sud, où elle avait annoncé mardi vouloir un nouveau partenariat avec les pays africains. Au Nigeria, elle a rencontré le président Muhammadu Buhari avant de se rendre à Lagos, la capitale économique. Theresa May, qui prépare la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne, était accompagnée de 27 hommes d'affaires, dont plus de la moitié sont des chefs de petites et moyennes entreprises. Le Nigeria et la Grande-Bretagne entendent doubler les chiffres de leurs échanges commerciaux qui s'élevaient à 4,6 milliards d'euros en 2017. À Lagos, elle doit également s'entretenir avec le gouverneur de l'État, Akinwumi Ambode, puis rencontrer des victimes de la traite des êtres humains. La chef du gouvernement britannique doit lors de sa visite annoncer la mise en place de programmes de lutte contre l'immigration clandestine. Le Nigeria reste le principal pays de départ vers l'Europe, avec 37 500 ressortissants arrivés sur les côtes italiennes en 2016 et 18 000 en 2017. Au Soudan du Sud, le chef rebelle sud-soudanais Riek Machar va finalement signer l'accord de paix final avec le gouvernement, un accord destiné à mettre un terme à la guerre civile qui ensanglante le pays. L'annonce a été faite mardi à Khartoum par le médiateur soudanais. Des précisions à travers ces images. Plus tôt dans la journée, Riek Machar avait refusé de signer l'accord en exigeant que les réserves de l'opposition y soient intégrées, avait indiqué le médiateur, le ministre des Affaires étrangères soudanais Al-Dirdiri Ahmed, dont le pays parraine les pourparlers de paix au Soudan du Sud. Après d'intenses négociations menées par les médiateurs soudanais, Riek Machar a accepté de signer le document le jeudi 30 août, a dit ce même ministre en soirée aux journalistes à Khartoum.
Ahmed a précisé que les réserves exprimées par le dirigeant rebelle seraient soumises à l'IGAD, l'Organisation des États d'Afrique de l'Est, qui œuvre depuis de longs mois à réactiver le processus de paix au Soudan du Sud. Après des semaines de négociations à Khartoum, au Soudan voisin, le président sud-soudanais Salva Kiir et son opposant Riek Machar étaient parvenus à signer en juillet et début août une série d'accords prévoyant notamment un cessez-le-feu permanent et un partage du pouvoir. Ces accords prévoyaient entre autres le retour de Machar, exilé depuis août 2016, pour occuper un des 5 postes de vice-président prévus dans un gouvernement d'unité nationale. Selon des responsables soudanais, les groupes rebelles émettent des réserves sur le gouvernement de transition proposé, le nombre d'États-provinces qui composeraient le pays et la formulation de la nouvelle constitution. Les observateurs soulignent que faire travailler ensemble à nouveau Salva Kiir et Riek Machar ne sera pas une mince affaire, leur coopération ayant toujours dans le passé abouti au chaos et au conflit. Au Burkina Faso, au moins 7 membres des forces de l'ordre ont été tués dans la nuit de lundi à mardi. Ces personnes ont été tuées dans l'explosion d'un engin artisanal. Les détails. Explosion d'un engin artisanal dans l'est du Burkina Faso. L'incident s'est produit 15 jours après la mort de 6 personnes dans des circonstances similaires dans la même région. Au moins 7 agents des forces de défense et de sécurité ont été tués. 6 autres ont été blessés, dont 2 dans un état instable. Selon un communiqué du gouvernement burkinabé, les blessés ont été évacués par avion vers Ouagadougou. Les 7 soldats membres d'une équipe mixte allaient en renfort à Pama lorsque l'explosion est survenue. Leur véhicule a sauté à une trentaine de kilomètres de Fadan Gourma, chef-lieu de la région de l'Est, sur un engin explosif artisanal, un type d'arme très utilisé au Mali, ainsi qu'en Syrie, en Irak et en Afghanistan. Mi-août, l'explosion d'un autre engin artisanal, la première au Burkina Faso, avait tué 6 personnes, dont 5 gendarmes et un civil. Dans la nuit du 22 au 23 août, un policier avait été tué au cours d'une attaque contre une patrouille et un commissariat de police de Solé, localité du Nord. Au cours de ces derniers mois, plusieurs centaines de personnes ont été interpellées et des engins explosifs neutralisés dans le cadre d'opérations de ratissage dans les régions de l'Est et du Nord du Burkina Faso, des régions en proie à des attaques djihadistes. Fin de ce JT, merci de l'avoir suivi.